Bien, bonjour à tous. Je vois que le compteur spectateur continue à augmenter, donc on va encore attendre quelques secondes que tout le monde se connecte dans de bonnes conditions. Donc pour assister à ce 7e webinaire de l'Association française de sciences politiques, qui sera consacré donc aux régions françaises, question des espaces politiques autonomes. Alors ce séminaire, ce 7e séminaire, il sera dédié à la mémoire de Guy Michelat, qui nous a quittés il y a quelques jours. Guy Michelat, dont vous voyez ici le sourire, est quelqu'un qui a beaucoup compté pour la science politique française. Pour ceux qui ont eu la chance, comme moi, à un moment ou un autre, d'échanger avec lui, de le rencontrer, c'était un homme d'une exquise gentillesse. Mais bien sûr, c'est son œuvre scientifique considérable qui restera dans nos mémoires. Il a sans doute écrit avec Michel Sinon un des livres les plus importants consacrés à la sociologie des comportements politiques et à la sociologie électorale, publié en 1977 sur classe, religion et comportement politique. Et puis surtout, il a formé aux méthodes qualitatives et quantitatives des dizaines et des dizaines de chercheurs. Donc, une grande pensée pour Guy Michelat, auquel la FSP rendra hommage, et qui a déjà commencé à rendre hommage par un texte rédigé par Nona Meyer, mais d'autres textes suivront et d'autres manifestations à sa mémoire ne manqueront pas dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà, donc quelques mots à la fois de tristesse et puis aussi ma foi de gratitude à l'égard de ce qu'il a été et de son apport. Alors les régions, on aurait pu aussi bien parler des départements, même si on va en parler un petit peu, puisque les élections qui arrivent, on oublie, sont à la fois les élections régionales et les élections départementales. Mais ce séminaire ne sera pas simplement l'occasion de parler des élections, de leur préparation, des campagnes, des sélections des candidats, des alliances. Il est surtout l'occasion de revenir sur ce que sont nos régions, ces régions françaises qui, comparativement à d'autres pays européens ou même dans d'autres parties du monde, ont la réputation d'être plutôt des régions dont la capacité politique, pour reprendre l'expression chère à Romain Pasquier qui interviendra tout à l'heure, est réputée plutôt faible en termes de budget, en termes de compétences. Les régions n'ont pas évidemment du tout la même surface en France que peuvent l'avoir les Länder allemands par exemple, ou a fortiori les régions belges, autrichiennes, ou même espagnoles ou certaines régions italiennes. Néanmoins, la loi les a dotés de compétences et récemment, en 2014 et 2015, ces régions ont été redécoupées et se sont vues confier de nouvelles missions, notamment missions économiques sous diverses formes. Donc, il est peut-être aujourd'hui intéressant de revenir 6 ans après sur les conséquences de ces nouvelles compétences politiques qui leur ont été attribuées. Donc on va le faire avec 3 invités que je présente brièvement et ensuite à qui je céderai la parole chacun et chacune pour une quinzaine de minutes. On commencera par Emmanuel Négrier, qui est directeur de recherche au CNRS et chercheur au CEPEL à l'Université de Montpellier, qui a beaucoup travaillé sur les politiques régionales et qui a ces derniers temps mené une enquête approfondie, notamment sur l'Occitanie et sur les conséquences de la fusion en Occitanie. Donc, il reviendra un petit peu sur cet aspect important qui a bouleversé pas toutes les régions, puisque certaines ont échappé à la fusion, mais beaucoup de régions françaises.
Ensuite, Anne-Cécile Douillet, qui a beaucoup travaillé sur les politiques publiques et l'action publique régionale, reviendra sur, au fond, eh bien, le contenu d'un certain nombre de politiques régionales. Donc, je lui laisse le soin de sélectionner lesquelles, en se posant un peu la question de savoir si les régions sont effectivement aujourd'hui des lieux d'innovation en termes d'action publique, comment elles se sont on dire, approprier leurs compétences. Est-ce que les politiques régionales sont les mêmes d'une région à l'autre? Est-ce qu'on constate des différences fortes et ces différences varient-elles éventuellement en fonction de l'orientation politique des équipes régionales? Donc voilà, Cécile nous donnera quelques éléments de réflexion là-dessus. Et puis enfin, on terminera avec Romain Pasquier, qui a écrit plusieurs livres précisément sur le pouvoir régional, qui continue d'examiner la régionalisation à la fois sous l'angle des institutions, mais aussi sous l'angle de la production des identités régionales, de la mobilisation des acteurs culturels, économiques, universitaires, intellectuels autour de cet objet régional. Le fait qu'il soit basé à Rennes, où les directeurs de recherche, évidemment, et explique sans doute aussi son intérêt particulier à partir du cas de la région Bretagne pour cette question et cette dimension politique et identitaire. Donc voilà, on essaiera un petit peu de faire le tour. Ensuite, après avoir entendu nos intervenants, eh bien, le temps sera ouvert pour des échanges. Vous avez donc la possibilité, les uns et les autres, de poser vos questions à travers le fil de questions-réponses qui se trouve en bas de l'écran. Je serai chargé de les poser à nos intervenants et de veiller donc au temps, sachant que nous avons 1 heure et demie à passer ensemble. Nous arrêterons à 18h30. Donc n'hésitez pas à poser vos questions comme elles vous viennent, et je m'en ferai le porte-voix auprès de nos intervenants. Bien sûr, le contexte des élections régionales peut aussi conduire à poser toutes les questions que vous voulez en dehors des points qui seront abordés. C'est l'occasion, effectivement, pour ce séminaire de prendre pied dans l'actualité. Voilà, je vous remercie et je cède tout de suite la parole à Emmanuel Négrier pour 10-15 minutes. Merci Frédéric. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce sujet de la fusion des régions? Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse et pour lequel nous avons publié avec Vincent Simoulin un ouvrage qui s'appelle La fusion des régions aux presses universitaires de Grenoble cette année. Pour 3 raisons. La première, c'est que quand on s'intéresse à la réforme territoriale, non pas comme une réforme, mais comme un processus de réforme continu, eh bien, on s'intéresse à cet avatar-là. Donc, ça prend place dans un continuum de réformes territoriales qui date depuis les années 80 désormais. Et deuxième point d'intérêt, c'est l'examen d'une fusion dans un contexte de ce que certains appellent la merger mania, c'est-à-dire de l'idée selon laquelle la fusion est la réponse à beaucoup de problèmes, voire même à tous les problèmes. La merger mania, c'est l'idée selon laquelle la fusion est d'une certaine manière le couteau suisse des politiques publiques. Troisième idée, troisième objectif, c'est que finalement, la fusion, ce n'est pas un mauvais objet pour examiner, voire même pour revisiter ce qu'est la régionalisation à la française. Et de ce point de vue-là, on a été servi d'une certaine manière, et on a mené un travail empirique dont je dis quelques mots. Je vais tout de suite aller vers les résultats, parce que ça me semble plus approprié pour un webinaire. Le travail qu'on a conduit est un travail presque systématiquement de doublette entre 2 chercheurs sur des secteurs chevronnés de l'Est et de l'Ouest de la région, de la nouvelle région, c'est-à-dire des 2 anciennes régions. Un travail mené sur 3 grandes dimensions. Première dimension,
la dimension de la vie politique et d'une certaine manière des cultures politiques. Une deuxième dimension, c'est sur les organisations territoriales, et une troisième, c'est sur les politiques publiques régionales. Alors, quels sont les résultats du point de vue de ce qu'on apprend de notre avis sur la régionalisation? Bien, et que permet l'examen d'une fusion en cours de route sur l'exercice d'un mandat, c'est, je dirais, 5 principales leçons. Première leçon, la fusion, contrairement à ce qui se passe dans les entreprises, par exemple, et à la littérature qui nous est donnée d'observer dans l'analyse des fusions et des fusions-acquisitions en sciences de gestion, et notamment dans la sociologie du travail et des entreprises, c'est que se joue là, et j'y reviendrai, un rapport à la légitimité politique qui ne laisse pas de surprendre ceux qui font l'hypothèse d'une nationalisation de la vie politique. En réalité, nous avons là deux régions, et l'exemple de l'Occitanie est tout à fait intéressant pour ça, c'est que nous avons deux régions qui sont depuis plusieurs mandats au moment de la fusion socialistes et apparentées, qui sont des régions qui appartiennent d'une certaine manière à un même imaginaire historique avec l'Occitanie comme appellation finale, mais également comme passé. On est dans des régions qui sont plutôt dans la seconde division en termes de développement territorial et de richesse. Autrement dit, on est apparemment dans des régions qui sont construites identiquement sur le plan politique, et qu'on peut parier que ça va très bien se passer. En réalité, et c'est la première surprise, c'est que cette fusion fait apparaître des cultures politiques totalement antagoniques, alors même qu'on aurait pensé qu'elles étaient plutôt similaires. Le premier effet de la fusion sur l'analyse de la régionalisation politique, c'est un approfondissement de ce qu'est la construction du rapport au territoire et du rapport aux populations quand on fait de la politique, au sein d'un même parti. Ce que j'ai un peu de temps en temps commenté comme étant l'opposition entre les bons élèves et les mauvais garçons. Je le dis comme ça, c'est un peu imagé. Je pourrais y revenir ensuite, mais la leçon de l'histoire, c'est que finalement, ce sont les bons élèves qui gagnent dans la transition politique. Dans la transition, après, je ne sais pas. Après, comme disait Keynes, à long terme. Deuxième leçon de la fusion, c'est qu'elle exprime, elle renforce l'idée que nous avions de la présidentialisation des politiques régionales. Dans la manière d'organiser une transition politique, il y a des formes de compromis qu'on essaye de passer, et le compromis occitan, si vous me passez l'expression, le compromis occitan, c'était de dire, on va, comme ce sont deux régions à peu près homogènes, finalement, de toutes les fusions, c'est la fusion entre deux régions la plus homogène, ce que les anglo-saxons appellent une consolidation, c'est-à-dire deux entités à peu près équivalentes qui fusionnent, avec chacune en plus sa métropole auparavant. Donc, dans ce cas-là, on va essayer d'équilibrer les choses, et on va mettre la politique, c'est-à-dire les jeux d'assemblée, la politique régionale à Montpellier, ancienne capitale du Languedoc-Roussillon, et on va mettre l'administration à Toulouse. En réalité, on voit bien que ça ne tient pas, et que la politique seule, dans une régionalisation à la française, contrairement à certaines traditions italiennes, voire espagnoles, pas toutes en Espagne, eh bien la régionalisation politique, elle se fait autour de la présidence et du cabinet, et non pas de l'Assemblée. Troisième leçon, eh bien, la fusion exprime l'ancrage de la région comme acteur des politiques territoriales. En gros, une des théories, alors je sais bien que je parle devant des spécialistes, Anne-Cécile et Romain, qui n'en croyaient pas une seule seconde, mais en gros, quand même, la théorie
la plus répandue à propos des régions, c'est que les régions construisaient leur politique publique de manière tellement partenariale avec l'État, par le biais des contrats de plan État-région, par exemple, par le biais d'une forme de transfert de certains fonctionnaires depuis l'État vers les collectivités territoriales, que finalement, les régions étaient les ventriloques de l'État sur le plan des politiques publiques. Et en fait, la fusion montre à quel point ça n'est pas vrai. Et montre à quel point, derrière, et encore une fois, avec une identité politique, de majorité politique, avec des territoires partageant d'une certaine manière un destin et une certaine identité sociale et économique, eh bien, on est dans une différenciation des politiques publiques tout à fait considérable. Je dis ça, alors je n'ai pas le temps de le développer, mais en particulier, si j'avais une chose à identifier, ce serait de dire la construction des politiques culturelles d'un côté et de l'autre, qui sont deux constructions totalement différentes. L'une fondée sur une approche prioritairement territoriale et l'autre sur une approche prioritairement sectorielle. Quatrième leçon, et là, autre surprise, c'est que cette fusion exprime la contingence territoriale de l'État lui-même. C'est-à-dire, en gros, que la théorie qu'on nous a vendue à la fin 2015, c'était que bon, les régions auraient, en tant qu'entité politique, certaines difficultés à fusionner, mais l'État, pas du tout. L'État, dès le 1er janvier 2016, serait, à l'échelle de la nouvelle région, le doigt sur la couture du pantalon, et sans aucune espèce de bruit d'une ancienne région à l'autre. Jacobinisme oblige. Eh bien, cette fusion n'est toujours pas réalisée au sein des services de l'État. Et si l'on voulait illustrer ce fait, on prendrait l'exemple, par exemple, des inspections académiques, qui continuent d'avoir des politiques extrêmement différenciées et surtout une culture de moins on se voit, mieux on se porte. Et moins on a d'éléments de régulation ou de coordination entre nos politiques, mieux c'est. Cinquième leçon, la fusion nous dit toutes les contraintes politiques et pas seulement politiques, qu'il y a à fusionner par rapport à la théorie simpliste du responsable politique de l'époque, André Vallini, qui annonçait des économies d'échelle à court terme, alors selon les repas ou les après-repas, de 10 milliards à 25 milliards assez rapidement. Et donc, finalement, on se rend compte, mais on le savait, enfin, tous les fusionnologues le savaient, une fusion, ça coûte. Et une fusion en matière régionale, eh bien, ça n'est pas comme en cuisine. Vous avez deux plaquettes de 250 grammes de beurre, même salé, Romain, ça ne fait pas une plaquette de 500 grammes, c'est évident. Hein. Je ne développe pas ce point, mais il me semble que c'est assez intéressant de discuter les points de vue de la Cour des comptes, par exemple, sur l'impact de cette réforme, le coût qu'elle entraîne, sans très souvent rapporter ces coûts, d'une part aux contraintes qui ont été vécues par les acteurs qui ont mis en place cette réforme, et d'autre part sans considérer les conséquences politiques et d'action publique qui sont derrière les coûts croissants. Par exemple, une harmonisation de politique scolaire, c'est aussi de faire bénéficier à une région qui n'en bénéficiait pas la politique qui était menée par l'autre. Alors, est-ce qu'on peut l'analyser tout froidement en termes comptables ou est-ce qu'il faut l'analyser en termes de surcroît de politique publique? Donc, le débat est évidemment ouvert. La conclusion de ce premier point, c'est que finalement, et par un paradoxe apparent, la région existait bel et bien, alors qu'elle était réputée ne pas exister ou très peu en France. Et d'une certaine manière, et ça va faire le pont avec mon second point, elle n'a jamais autant existé que depuis qu'elle a disparu. C'est-à-dire que le rapport nostalgique à l'ordre ancien, la référence à des routines ou à des légitimités antérieures, n'ont jamais eu autant de prix qu'à partir du moment où il s'est agi de se projeter dans un nouvel espace de cette région fusionnée. Je le dis pour l'Occitanie,
je le dis particulièrement aussi pour la Nouvelle-Aquitaine, pour le Grand Est, où d'autres mécanismes de défiance, d'angoisse existentielle sont à l'œuvre, en particulier pour la partie non occupée par les Allemands de la Lorraine à l'égard du passage sous gouvernement alsacien, disent-ils, qui évoque donc des métaphores un peu particulières, peu prisées en Occitanie. Alors, un élément quand même sur le bilan de cette fusion, avec la question et à laquelle il faut répondre avec prudence, de savoir si elle a atteint ses objectifs. Évidemment, la première question qui se pose quand on se pose cette question, c'est quels étaient les objectifs ? Puisque, on le sait, cette politique a été massivement une politique de diversion. Il s'agissait donc d'agiter un objet qui n'était pas dans le programme présidentiel du candidat Hollande et d'organiser un débat autour d'un objet de diversion dans le contexte où, d'une part, les frondeurs et d'autre part, les mauvais résultats de la gauche aux élections municipales impliquaient un changement de braquet. Donc, si c'est ça l'objectif, évidemment, est-ce que la diversion a réussi? La réponse est plutôt non. Mais les objectifs officiels de cette réforme ne sont pas à négliger non plus, et j'y reviendrai en conclusion. Ces objectifs étaient, dit-on, de hisser, de propulser les régions à l'échelle européenne, de leur donner une envergure en mesure de les faire rivaliser avec d'autres régions européennes de stature supérieure. Et là, donc, je reviendrai dans quelques instants sur ce point, mais il me semble d'ores et déjà que la réponse est également non, pour des raisons qui sont intéressantes sur la notion de réforme territoriale d'ailleurs. Alors, l'autre point d'intérêt pour nous, c'était d'analyser la fusion dans ce qu'elle produit, dans la manière dont elle se produit, avec des objets plutôt, je dirais, des objets plutôt d'intérêt sur la manière dont concrètement ça se passe, les instruments qui sont mis en œuvre pour organiser concrètement cette fusion et faire en sorte qu'il n'y ait pas de grand bug régional, parce que c'était craint. À un moment, la réforme est apparue d'une telle complexité qu'on pouvait s'imaginer qu'à certains moments, les régions cesseraient de fonctionner à cause précisément de cette complexité. Alors, ce que nous avons constaté et qui correspond assez bien, avec d'autres mots bien entendu, à toute la littérature sur les fusions, qu'elles soient d'entreprises, de communes, etc., c'est qu'il y a 3 chocs qui émergent dans la façon dont les acteurs prennent en charge cette réforme. Le premier choc est un choc de réflexivité. Le fait de fusionner avec quelqu'un d'autre, c'est valable pour les services, pour les agents, pour les élus, pour l'ensemble de l'organigramme des régions, mais également pour leurs satellites et pour leurs partenaires, en particulier les corps consulaires, chambres de commerce, chambres de métiers, chambres d'agriculture, c'est qui sommes-nous, que faisons-nous? Et c'est dans le cadre de ce choc de réflexivité que s'analyse, avec beaucoup de curiosité et quelquefois des surprises, les différences entre ces régions que l'on disait toutes à peu près bâties sur le même modèle de politique publique. Deuxième choc, le choc d'innovation, le fait de développer des politiques à une nouvelle échelle induit le recours à de nouveaux instruments, et ces instruments ont des effets sur la manière dont se produit ce rapport de légitimité entre l'acteur public et le territoire. En particulier, les déplacements, l'organisation de navettes, le recours systématique avant la pandémie à la visioconférence. Tout ça, ce sont des éléments qui sont des éléments clés de la fusion, des déplacements qui sont particulièrement pénibles, c'est-à-dire
qui ne renvoie pas à ce qu'il y a sur mon écran virtuel derrière, hein, donc qui évoque plutôt le déplacement joyeux et musical. Donc, choc d'innovation. Troisième choc, le choc que j'appellerais choc herméneutique. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement qui sommes-nous, mais quel est le sens de ce que nous faisons. Et donc là, c'est une autre façon d'organiser, de penser le rapport entre les politiques publiques et le territoire. Et ce choc herméneutique est teinté d'angoisse. Comme je le disais tout à l'heure, le rapport nostalgique à l'ordre ancien est particulièrement prégnant sur cette question de quel est le sens de ce que nous faisons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on peut utiliser, pour parler de la fusion des régions, la métaphore de Sacha Guitry à propos du mariage, essayer de résoudre ensemble des problèmes qu'on n'aurait pas eus en restant tout seul. Donc là, on est d'une certaine manière dans l'analyse classique de la fusion, dans les sciences de gestion, dans les sciences administratives, voire même dans les sciences politiques d'autres fusions, d'autres collectivités territoriales. Ce qui est assez inhabituel, c'est deux choses. La première est particulière à l'Occitanie et à ce qu'on appelle les consolidations, c'est-à-dire des fusions entre collectivités à peu près équivalentes l'une l'autre. C'est évidemment très différent en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine. Là, en l'occurrence, on a deux entités à peu près équivalentes et on sait, je pense en particulier aux travaux de Srilata Zahir, on sait que, quel que soit le domaine, là où les fusions sont entre entités à peu près égales, les angoisses et le prix accordé aux anciennes routines est encore plus important que dans les autres fusions. D'une certaine manière, le fait d'être injustement fusionné avec quelqu'un alors qu'on aurait pu, en étant à peu près l'égal de l'autre, être celui qui fusionne ou qui prend le pas sur l'autre, produisent des passions tristes, des angoisses particulières. Ce que nous avons trouvé... Une minute, hein, Emmanuel, il faudrait conclure. Oui, une minute? Eh bien, en une minute. Ce que nous avons trouvé ici, c'est deux choses par lesquelles je conclurai. La première, c'est que, contrairement à d'autres fusions, ici, nous avons véritablement un enjeu de légitimité politique et notamment un enjeu qui porte sur le fait de subir le leader d'ailleurs. Et là, il y a quelque chose d'assez original par rapport à l'ensemble des fusions que nous avons étudiées par ailleurs. Donc, évidemment, dans une fusion de régions, ce qui se produit et qui dure un mandat, c'est la production d'un consentement politique à une nouvelle échelle, dans une situation où il n'y a pas eu d'alternance politique, et où donc le nouveau leader ne peut pas rebattre les cartes en disant « c'est comme ça parce que c'est la politique qui est différente ». Là, on doit respecter l'héritage. Et deuxième élément, c'est l'écart qui existe entre ce qu'on pourrait appeler un discours du rayonnement spatial et un discours et une réalité de la légitimation politique. L'Occitanie est désormais territorialement beaucoup plus grande que la Catalogne, mais son budget ne représente toujours que 10% du budget de la Catalogne. Où se trouve la puissance politique, où se trouve l'envergure ou la capacité politique des régions, pour évoquer Romain, eh bien, toute la question est là. Merci beaucoup, Emmanuel. On a toujours l'impression que le temps passe moins vite quand on parle que quand on est rivé sur le chronomètre comme moi. Donc, merci d'avoir fait bref. Et puis, tu pourras revenir évidemment dans la discussion sur un nombre de points. Je cède tout de suite la parole à Anne-Cécile Douillet, dont j'ai oublié de dire qu'elle était professeure à l'Université de Lille, en sciences politiques, et aussi directrice du CERAPS, du laboratoire de mémoire de recherche de l'université. Et elle a publié récemment, mais je vais le faire apparaître à l'écran, avec Rémi Lefebvre, Sociologie politique du pouvoir local, entre autres, auquel je me permets de vous renvoyer. Je vous cède tout de suite la parole.
Merci beaucoup. Eh bien justement, comme tu évoques cet ouvrage, ça me permet de préciser aussi avec quel point de vue je vais intervenir, puisque je suis moins spécialiste des régions et des politiques régionales que mes deux collègues, et c'est un peu avec un regard de généraliste, on va dire, de l'action publique territoriale que je vais intervenir pour faire le point sur ce que font les régions en termes donc de politique publique, au regard des compétences qui sont les leurs, mais comme on est effectivement dans un contexte d'élection régionale à venir, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de raccrocher cette question des politiques régionales aux enjeux de l'élection régionale, des élections régionales à venir. Et donc, en me demandant du coup au passage de quels enjeux d'action publique il est question dans cette campagne, hein, de quels enjeux d'action publique parlent les candidats et les candidates, et donc de se demander aussi quelle dimension de l'action publique régionale parvient à être politisée. Voilà. Alors évidemment, pour les élections régionales comme pour d'autres, hein, on peut reprendre la remarque faite par Frédéric Savicki dès 1991, qui nous invite à bien distinguer les enjeux d'action publique et les enjeux pour les candidats et les candidates. Parce qu'effectivement, les enjeux pour les acteurs politiques, donc ceux qui font campagne, sont souvent assez loin des enjeux d'action publique. Et pour les élections régionales à venir, on peut effectivement d'autant plus se poser la question qu'on voit bien hein, qu'un certain nombre de candidats et de candidates se positionnent en vue de l'élection présidentielle, si bien que ces élections régionales, elles ne sont pas simplement, et même sans doute pas beaucoup, des élections intermédiaires, dans le sens où il s'agirait de mesurer des rapports de force entre différentes tendances politiques, même s'il y a cet enjeu avec le Rassemblement national, mais on voit aussi comment, au sein d'une même force politique, eh bien, ces élections régionales apparaissent un peu comme une antichambre des élections présidentielles, hein, entre Pécresse, Bertrand et Wauquiez, si bien que tout de suite, on se demande dans quelle mesure est-ce que des candidatures de ce type eh bien, peuvent ou non se raccrocher malgré tout à des enjeux de l'action publique régionale. Donc, alors on a déjà évidemment là un des éléments de réponse à la question générale qui était posée pour ce webinaire. Hein. Est-ce que les régions sont des espaces politiques autonomes? On voit très bien que non, mais on va malgré tout essayer de se poser la question de savoir dans quelle mesure est-ce que les compétences des régions peuvent donner lieu à une forme de politisation spécifique. Et une autre façon de lier politique régionale et élection régionale, c'est évidemment de se poser la question que Frédéric Savicki posait en introduction du webinaire, à savoir la question de la différenciation, qu'évoquait aussi Emmanuel, de la différenciation des politiques d'une région à l'autre, et dans quelle mesure cette différenciation peut être accrochée ou non à des variables de type partisane hein, et de type couleur de la majorité politique. Hein. Donc là aussi, c'est une question qui ne se pose pas qu'en matière d'action publique régionale, mais il me semble intéressant de la reposer parce qu'évidemment, elle engage aussi les électeurs de savoir si voter pour l'un ou pour l'autre a-t-il des incidences finalement sur les politiques qui sont menées. Alors donc, pour poser quelques éléments de discussion autour de ces questions, je développerai deux idées. La première, c'est que il y a eu, depuis les lois décentralisatrices du début des années 1980, une extension des champs d'intervention des régions. Et cette extension, elle permet aujourd'hui certaines formes de politisation de l'action publique régionale, c'est-à-dire que certaines de ces compétences eh bien, peuvent être saisies par les candidats dans une élection régionale. Il peut y avoir une forme d'inscription d'action publique régionale dans des débats partisans. Et puis la deuxième idée que j'avancerai, un peu dans le prolongement de ce que disait Emmanuel tout à l'heure, hein, c'est qu'effectivement, il y a bien des formes de différenciation dans les politiques régionales, mais qui sont loin d'être réductibles à une variable partisane. Alors, premier point, je le disais, il y a eu depuis la décentralisation un mouvement d'extension des champs d'action des régions, hein,
mouvement d'extension qui est lié à la fois à de nouveaux transferts de compétences, mais aussi à la dynamique de la décentralisation et des relations État-collectivités territoriales qui ont amené les régions, comme d'autres collectivités territoriales d'ailleurs, à intervenir au-delà et bien au-delà des compétences qui leur ont été formellement transférées, y compris parfois à l'invitation de l'État, par exemple en matière d'enseignement supérieur. Et ce mouvement d'extension, certes, ne fait pas des régions des poids lourds en matière d'action publique. Frédéric Savicki le disait aussi en introduction. D'un point de vue budgétaire, par exemple, les régions ne pèsent pas beaucoup et elles pèsent moins que les autres niveaux de collectivités territoriales. Juste quelques chiffres. En 2019, les administrations publiques locales représentaient 19% environ de la dépense publique. Et au sein de cette catégorie administration publique locale, la part des régions s'établit à 15%, contre 28% pour les départements et 57% pour le bloc communal, c'est-à-dire communes et intercommunalités. Donc c'est faible, mais c'est plutôt en croissance. On était à 12% en 2010. Et sans vous abreuver de chiffres, on pourrait facilement montrer qu'au cours des dernières décennies, les dépenses des régions ont augmenté de manière beaucoup plus forte que les dépenses des départements et des communes, et que par ailleurs, l'augmentation des dépenses des régions n'est pas liée uniquement au nouveau transfert de compétences, mais qu'il y a aussi une augmentation à périmètre constant, comme on dit parfois. Donc, des régions qui, effectivement, restent faibles si on en reste à ce critère budgétaire, mais qui tendent malgré tout à occuper une place croissante. Si on regarde maintenant dans quel domaine les régions interviennent, d'après l'association Régions de France, en 2020, le premier poste de dépenses des régions était les transports et la mobilité, qui occupent 25% de leurs dépenses, suivi de l'enseignement supérieur et des lycées, et ensuite de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc, c'est un premier point à souligner, c'est que ces gros postes de dépenses correspondent bien aux principales compétences des régions, à savoir le développement économique et la formation professionnelle, les lycées, avec aussi un renforcement de cette compétence en 2004, et puis de manière plus récente, des compétences importantes en matière de transport, puisque depuis 2002, les régions sont en charge des TER, et depuis 2015, elles ont aussi récupéré des départements les transports scolaires et les transports interurbains. Mais donc la question que je voudrais soulever ici, c'est que qu'est-ce qui, dans tout ça, finalement, peut être politisé et qu'est-ce qui peut devenir enjeu de campagne? Alors ici, une première observation que l'on peut faire, c'est qu'il y a certaines compétences qui pèsent assez peu dans les budgets. Je pense par exemple à l'aménagement du territoire et la transition écologique, qui ne pèsent que pour 5% si on reprend les chiffres de Régions de France, mais qui sont en fait très largement mises en avant, en tout cas pour ce qui est de la dimension transition écologique, dans les programmes de campagne, même si effectivement c'est un peu fourre-tout et qu'on met beaucoup de choses derrière cette chose-là, mais c'est quelque chose qui est très largement mis en avant. Et puis ce qui peut être intéressant, c'est de voir que dans certaines régions, il va y avoir des formes de fixation sur des enjeux spécifiques. Par exemple, dans les Hauts-de-France, les différentes listes prennent position sur cette question des éoliennes, qui sont très nombreuses dans la région. Et donc, avec d'un côté Xavier Bertrand qui les critique, Karima Delli qui en fait la défense, et Chenu, le candidat du RN, Sébastien Chenu, qui propose de faire un référendum à chaque fois qu'un projet d'éolienne est en cause. Donc, ça pour dire que c'est aussi une façon de nuancer l'argument budgétaire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des enjeux forts, même quand finalement, le poids, d'un point de vue budgétaire, ça représente peu de choses. Sur beaucoup de compétences qui, elles, peuvent mobiliser plus de finances, on s'aperçoit que souvent, ce qui fait débat, c'est moins le fond, qu'est-ce qu'on doit faire, que le comment. Et que là, les débats de campagne vont se cristalliser avec toujours les mêmes arguments vis-à-vis des équipes en place,
sur le thème trop de saupoudrage, éparpillement. Enfin, on voit très bien, par exemple, tous les débats autour des politiques d'emploi et de formation professionnelle se construisent toujours autour de cette même question d'une critique de l'éparpillement et du saupoudrage de politiques qui sont avant tout des politiques de communication. Parce que de fait, les régions ne peuvent pas tout faire en la matière et qu'elles ont un peu tendance à multiplier les dispositifs. À ce propos, cependant, ce qui me semble aussi intéressant à souligner au passage, c'est que cette compétence développement économique des régions, même si elle donne souvent lieu à des débats assez convenus, elle a été particulièrement valorisée pendant la crise du coronavirus, notamment pendant le premier confinement. C'est-à-dire que les régions ont beaucoup mis en avant que c'était elles qui avaient la compétence de l'aide aux entreprises et qui ont mis à quel point elles étaient importantes parce qu'en temps de crise, c'était elles qui pouvaient mettre en place des fonds de soutien ou abonder ceux de l'État. Et d'ailleurs, on a vu comment les départements, à ce moment-là, ont essayé de se placer sur le terrain des régions en disant qu'eux aussi, ils aimeraient bien faire de l'aide aux entreprises et qu'ils ont été rappelés à l'ordre parce qu'effectivement, ils n'ont pas, eux, cette compétence. Donc, on voit aussi comment, au-delà des débats proprement électoraux, certaines compétences régionales sont particulièrement valorisées par l'ensemble des régions comme un instrument de défense institutionnelle, en disant les régions en tant que telles sont importantes parce qu'elles ont cette compétence de l'aide aux entreprises. Et puis, on voit que certaines compétences des régions laissent prise à des positionnements partisans beaucoup plus marqués que les questions que je viens développer. Par exemple, il y a quelque chose d'assez intéressant en ce moment autour de la compétence transport, parce qu'il y a l'actualité pour les TER de l'ouverture à la concurrence, de l'ouverture à la concurrence de ces lignes TER. Donc, on voit d'une part que toutes les régions ne sont pas au même stade dans l'avancée de cette ouverture à la concurrence, mais on voit aussi que c'est, dans certains cas, construit en enjeu de campagne, par exemple dans la région Pays de la Loire, où on voit d'un côté la présidente sortante et de Rugy qui défendent l'ouverture à la concurrence, et de l'autre côté, la liste PS et la liste écolo France Insoumise qui critiquent cette ouverture à la concurrence. Et c'est aussi un enjeu de campagne dans les Hauts-de-France. Et puis, autre point, et peut-être dernier point que je voudrais souligner concernant cette politisation des compétences régionales, c'est qu'on voit que c'est aussi via des positionnements par-delà les compétences régionales que l'action publique régionale peut être politisée. Alors, par exemple, au milieu en 2004 et en 2010, il y avait par exemple cette thématique de la démocratie participative qui avait été mise largement en avant dans un certain nombre de programmes, donc qui n'est pas en tant que telle une compétence, mais qui du coup pouvait être avancée comme une marque distinctive en matière d'action publique. Mais ce qu'on observe cette année, c'est plutôt... Enfin, c'est d'une part que la thématique participative est largement en déclin, mais c'est que la question de la sécurité, elle occupe une place particulièrement importante. En tout cas, dans certaines régions. Alors, c'est là aussi le signe, évidemment, d'une forme de nationalisation des élections régionales, et c'est évidemment... particulièrement fort dans une région comme les Hauts-de-France, puisque Xavier Bertrand, dans le cadre de sa pré-campagne présidentielle, si je puis dire, a particulièrement insisté sur cette question de la sécurité. Mais ce qui me semble important, dans ce contexte où, vous le savez, depuis 2015, les régions ne disposent plus de la clause de compétence générale, donc elles ne peuvent plus intervenir au-delà de leurs compétences d'attribution, il est intéressant de voir comment cette compétence, cette question de la sécurité, qui n'est pas une compétence régionale, peut être saisie par certains candidats et certaines candidates qui forcent ainsi, finalement, d'une certaine façon, les compétences de la région. Et qui, non seulement se positionnent politiquement à travers cette question, mais peuvent aussi, d'une certaine façon, mettre en débat la question même de la compétence des régions et de leur possible extension.
Un cas intéressant ici, c'est le cas de la région Pays de Loire, qui est dirigée par Christelle Morancet, qui fait partie des Républicains, et qui a adopté il y a quelques semaines un pacte pour la sécurité, à travers lequel elle propose de financer des équipements pour les polices municipales, de mettre en place des centres de surveillance urbaine, de financer la vidéosurveillance dans un certain nombre de communes, alors même que en décembre 2019, un plan du même type, qui avait été élaboré par la région PACA, a été cassé par le tribunal administratif comme justement sortant des compétences régionales. Mais on voit comment finalement certaines régions assument le fait d'agir en dehors de la légalité, en s'emparant de compétences qui ne sont pas les leurs, et qui, non seulement du coup assument une ligne politique à travers la défense de ce type de politique, mais de façon classique peuvent aussi, d'une certaine façon, revendiquer cette compétence et les éventuelles critiques qui peuvent leur être adressées sur la thématique de vous outrepasser vos compétences, comme une façon de dire, mais regardez, on aimerait faire des choses, mais l'État nous en empêche, qui est donc une pratique classique de transfert du blâme et de finalement report de les limites de son action politique et publique vers d'autres autorités. Alors, Frédéric m'a signalé tout à l'heure que je n'avais plus que 3 minutes, donc je vais m'arrêter Comme c'était il y a 3 minutes, en fait, c'est sur ce premier point, et qu'on pourra peut-être plus dans la discussion revenir sur cette question de la différenciation et du rôle de la variable politique dans la différenciation des politiques régionales. Mais voilà, donc pour simplement peut-être ramasser l'idée que je voulais faire passer ici, c'est que certes, effectivement, les compétences des régions françaises sont limitées, certes, les régions françaises ne sont pas les Länder allemands, mais elles agissent quand même dans des domaines qui sont des domaines qui peuvent être assez lourds. Je pense au transport, par exemple, de voyageurs, la question de l'emploi, même si en la matière, leurs moyens peuvent être limités. Et puis surtout, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'effectivement, il y a quand même bien une forme de politisation de cette action publique régionale qui n'est pas renvoyée uniquement vers justement des arrangements techniques ou vers le fait que l'action publique régionale s'est complètement contrainte par les normes qui lui sont imposées, mais les différents candidats et candidates parviennent finalement à faire de cette action publique régionale des enjeux de débat et de démarcation entre eux. Bien. Bon. Merci Anne-Cécile pour avoir ramassé ton propos. Tout de suite la parole à Romain Pasquier, qui a suivi depuis maintenant presque une vingtaine d'années l'évolution, la transformation de nos régions. Merci Frédéric. Alors, je vais essayer d'avoir un propos assez ramassé. En partant de la question de l'autonomie, effectivement, des espaces politiques régionaux, et en faisant le détour par le concept d'élection intermédiaire. Il y a effectivement dans la question de l'autonomie politique de ces régions la question du rapport au national des élections régionales que l'on va connaître à la fin du mois de juin. Et donc, la première chose que disait Jean-Luc Parodi dans un article que j'ai relu pour ce webinaire de 2004, c'est qu'il disait que finalement, dans les élections intermédiaires, il y a d'abord un élément de hiérarchisation. Et donc, effectivement, pour l'attribution des positions centrales, en France, c'est traditionnellement l'élection présidentielle qui est l'élection de référence. Donc, nécessairement, les élections régionales, c'est un acquis, sont des élections intermédiaires. Mais là où ça devient un peu plus intéressant, si vous voulez, c'est l'autonomie relative de ces élections régionales. Et pour cela, Jean-Luc Parodi avançait 3 variables. Et vous me permettrez d'en ajouter une quatrième. Qu'est-ce qu'il disait Jean-Luc Parodi? Il disait d'abord que l'autonomie relative d'élections locales ou régionales renvoie au degré de localisme. Alors, qu'est-ce que c'était pour lui? Donc, c'était l'identité et
et surtout la présence de partis politiques spécifiques à un territoire. Il parlait même de partis régionalistes. C'était la première variable. Deuxième variable, c'était une offre d'enjeux territorialisés spécifiques à certains territoires. Et troisième variable, c'était la personnalisation politique de la compétition locale. C'est-à-dire voilà, une forme de notable ancré qui défendait un bilan, qui jouait sans doute aussi sur des symboles territoriaux. J'y ajouterai, moi, une quatrième variable, ce sont les institutions. Je pense qu'effectivement, les institutions, et c'est ce que vient de dire Anne-Cécile, en fonction de leur degré de compétence et de leur champ d'intervention, confère ce que disait aussi Emmanuel dans le rapport Occitanie-Catalogne, quand vous concentrez un certain nombre de budgets et de compétences, il y a des effets quand même de territorialisation assez logiquement. Alors, si on reprend ces 4 variables et qu'on les applique à ces élections régionales, qu'est-ce qu'on peut dire ? Premier point sur l'identité et sur la présence de partis régionalistes. Bon, bah là, clairement, il y a un effet de différenciation très fort en France. Alors, on avait, avec d'autres, des équipes européennes, on avait mené des enquêtes d'opinion publique sur les logiques d'identification, par exemple, dans les régions françaises et européennes. Alors, c'était avant la Magna Carta de François Hollande, mais en tout cas, clairement, il y avait un sentiment d'appartenance qui était très différencié dans la France d'avant 2015 au niveau des régions, avec des sentiments d'appartenance très forts, par exemple en Bretagne, par exemple en Corse, par exemple en Alsace, et beaucoup plus faibles. Le plus faible, c'était d'ailleurs les Pays de la Loire ou, de mémoire, la région Centre. Donc, voilà, le sentiment d'appartenance à un corps social territorialisé, d'autant plus avec les grandes régions qui ont, j'ai envie de dire, englobé des sous-espaces territorialisés. On peut penser à la Catalogne à la française, Catalogne française, au Pays basque français, etc., à l'Alsace qui a ressurgi voilà, il y a quelque temps. Donc, on voit bien que les identités vont sans doute influer sur ce degré de localisme des enjeux. Et puis, évidemment, la présence de partis régionalistes, de forces régionalistes qui s'engagent dans la compétition politique locale. Et là, ils ne sont pas si nombreux en France. Ils ne sont pas si nombreux. Donc, clairement, il y a la Corse et les territoires ultramarins qu'il ne faut pas oublier quand même dans la réflexion. Tous les départements et régions d'outre-mer où il y a des partis indépendantistes qui gouvernent. Et évidemment aussi la Corse avec ses partis régionalistes et nationalistes qui gouvernent la Corse depuis 2015, plusieurs grandes villes de Corse également. Et puis la Bretagne où aussi on a cette année 2 partis régionalistes qui sont en compétition, qui n'atteindront sans doute pas évidemment les scores corse ou ultramarins, mais qui vont matiner quand même la compétition politique locale de thématiques un peu spécifiques sur lesquelles je vais revenir. Donc, c'est la deuxième variable, c'est la question des enjeux. Donc, ce système d'identification et de système de partis un peu spécifiques peut alimenter des débats territoriaux, des questions territoriales vraiment presque cloche-merlesque, j'ai envie de dire, si on n'est pas du coin, quelque part. Donc, nous, en Bretagne, c'est la question, par exemple, de la réunification de la Bretagne à 5 départements. Ça fait partie du débat. La question de est-ce qu'on doit fusionner je suis désolé, Emmanuel, est-ce qu'on doit faire une collectivité unique en Bretagne, vous voyez, en fusionnant départements et régions un peu sur le modèle alsacien ou sur le modèle corse. La question des langues régionales, là, le Conseil constitutionnel nous a bien aidés il y a quelques jours. Et donc là, on a vu au Pays basque, dans certaines parties de l'Occitanie, en Alsace, en Bretagne, un mouvement culturel qui s'est saisi aussi de cette question pour essayer de la porter un peu plus haut, un peu plus fort dans la campagne électorale, avec des prises de position de certains élus, voilà, de doublement des budgets pour la politique linguistique, etc. Donc la question culturelle peut être aussi un élément fort de différenciation
de ces enjeux. Ensuite, bien sûr, la personnalisation de la compétition peut être aussi un élément d'autonomisation. Alors, c'est une médaille à double face, comme le disait Anne-Cécile. D'une certaine manière, l'investissement de grands leaders politiques nationaux à vocation présidentielle dans certaines régions est un élément qui peut nous laisser penser à une nationalisation, et en même temps, leur présence valorise l'échelon régional dans la mesure où ils veulent faire de ce mandat une vitrine pour la présidentielle. Confère par exemple ce que, je parle sous le contrôle d'Anne-Cécile, mais ce que Xavier Bertrand veut faire de la décentralisation dans son programme présidentiel. Il veut en faire un de ses 3-4 axes prioritaires depuis qu'il a été d'une certaine manière président de région. Mais on voit bien que le fait d'être un notable aussi ancré dans un territoire de longue date avec un bilan, alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui pour ces élections régionales, mais on a eu voilà, des Jean-Yves Le Drian, par exemple, qui incarnaient une région comme la Bretagne. Il y en a eu d'autres dans l'histoire politique régionale. Je pense à Mauroy, et bien sûr, je pense à Chaban en son temps, ou d'autres encore. Et puis enfin, la question des institutions. Clairement, c'est indexé à la première variable, la question de la présence des partis et de l'identité. Plus vous avez des institutions qui gèrent des chantiers d'action publique larges, des budgets larges, plus la tentation de la territorialisation et de l'autonomisation est forte. Clairement, vous voyez que sur la Corse, cette variable fonctionne assez bien. C'est-à-dire que la force des institutions, la force de l'identité du système de partis s'accumulent pour avoir une autonomie relative assez forte. La Bretagne étant dans une situation intermédiaire. Et dans d'autres cas, là, on voit bien qu'il y a assez largement confusion. C'est-à-dire que, c'est ce que disait Anne-Cécile, où la nationalisation des thématiques prend le pas, c'est la question de la sécurité, ou dans des régions comme la région Île-de-France, où effectivement il y a cette spécificité de concentration d'un tel niveau d'institutions à la fois centrales et nationales que la compétition politique régionale et le leadership régional a du mal à exister et à trouver son autonomie. Donc pour conclure, je dirais que cette relecture de Jean-Luc Parodi sur les élections intermédiaires et sur le degré de localisme des élections régionales me renvoie à mon propre modèle d'analyse, c'est-à-dire que ça renvoie à la capacité politique, finalement, que ce qui se joue beaucoup dans ces élections régionales, c'est finalement la construction aussi d'un storytelling territorial, d'un récit alimenté parfois par un substrat social et culturel puissant qui fait société et qui va venir compenser en partie les faiblesses soulignées par Anne-Cécile et Emmanuel, donc les faiblesses budgétaires, les faiblesses institutionnelles. Voilà, j'arrête là pour laisser place au débat. Merci beaucoup à tous les trois. Nous avons pile 30 minutes pour échanger. Il y a 2 questions qui ont d'ores et déjà été posées. Je vais m'en faire le relais et j'invite toutes celles et ceux qui participent et qui ont des questions à utiliser la fonction Q&R en bas de l'écran pour intervenir. Alors, la première question d'un spectateur anonyme, la relation des régions à l'État a été évoquée. Comment les intervenants analysent-ils la relation entre les régions et là les autres niveaux de collectivité, métropole, département, communauté de communes, mairie. On connaît classiquement la rivalité, ça a été évoqué entre les départements et les régions, mais il y a aussi les métropoles. Est-ce
Bon, je pense que chacun peut potentiellement répondre à cette question, parce que ça vous trois. Je sais pas, qu'est-ce qui veut commencer à évoquer ce point, qui est d'autant plus intéressant pour les départements que les élections départementales ont lieu en même temps. Emmanuel? Oui, alors, c'est intéressant comme question dans le cadre de la fusion, c'est que les métropoles ne sont absolument pas équivalentes en France. Et les rapports entre métropole et territoire sont hyper contrastés selon des tas de variables, des variables de développement économique, des variables politiques. Et du coup, la construction historique des rapports entre région et métropole fait l'objet des tensions liées à une fusion. Quand vous avez donc, par exemple, l'Occitanie, j'y suis en permanence renvoyé, bien entendu, mais il n'y a pas que l'Occitanie qui vit ce problème-là. C'est que la construction de la région Midi-Pyrénées versus Toulouse était une construction, en gros, par défaut de coopération, sachant que chacun était de son côté assez assuré de sa propre légitimité. La métropole toulousaine, de son côté, avait un rayonnement territorial dans l'ensemble de la région qui faisait quelquefois dire que la région Midi-Pyrénées, c'était Toulouse et le désert midi-pyrénéen, tandis que la métropole de Montpellier, dans son hinterland languedocien, était plutôt la ville moyenne hissée au rang de capitale, mais dans une situation d'interdépendance avec d'autres villes d'importance relativement plus grande que n'importe quelle ville de Midi-Pyrénées en dehors de Toulouse. Et du coup, ça pose évidemment un problème à partir du moment où la fusion doit organiser non pas simplement les politiques régionales comme des secteurs, mais également les rapports entre différents territoires. Dans ce rapport entre région et métropole se joue donc la question de savoir si c'est en gros le modèle aréolaire toulousain qui va s'étendre à l'ensemble de la région Occitanie, ou si c'est un modèle réticulaire d'origine languedocienne qui va prévaloir, réhabilitant au passage le rôle des villes moyennes de l'ex-Midi-Pyrénées qui trouvaient mal leur place dans la notion de désert midi-pyrénéen. Et finalement, ce qu'on voit là, en l'occurrence, c'est plutôt le triomphe de la vision réticulaire, parce que la dimension aréolaire est politiquement insupportable à l'échelle de cette nouvelle région. Après, il y a une deuxième dimension qui est la question départementale, qui se pose autrement, et il ne faut jamais oublier que la dimension départementale est super importante dans la construction politique des régions, parce que c'est la circonscription de base, mais je laisse mes camarades en parler. Oui, je comptais d'ailleurs effectivement relancer dans cette direction-là, parce que c'est ce qu'avait montré notamment Olivier Né dans une des premières thèses consacrées à l'institution régionale, c'est à quel point c'est d'abord un agrégat de départements, puisque les élus régionaux sont élus sur des listes départementales et continuent de l'être. Donc est-ce que sur ce point, justement, ça va dans le sens de ce que vient de dire Emmanuel, selon vous, Romain et Anne-Cécile, de maintenir cet ancrage territorial finalement par ce canal du mode de représentation? Alors, à mon avis, deux points là-dessus. Le premier, c'est quand même l'effet, effectivement, le double effet de la réforme de 2015. Je rappelle quand même qu'il y avait, c'était la réforme de la carte des régions, et il y avait, on va dire, la disparition programmée et progressive des conseils départementaux. C'était ça la double réforme. Sauf qu'on n'a eu qu'un seul pan. Donc, la réforme des régions a largement ressuscité et sauvé les conseils départementaux. Mais c'est un conseil départemental version loi NOTRe quand même, c'est-à-dire plus spécialisé sur les politiques sociales, à qui on a enlevé quand même assez largement les compétences économiques. Donc j'ai envie de dire que, de mon point de vue, par rapport à la question qui est posée, effectivement, l'organisation politique traditionnelle en France, on voit bien des partis, ça reste le département, etc. Mais en termes d'action publique, en termes de logique interorganisationnelle ou interinstitutionnelle, aujourd'hui, ce qui se joue, c'est plutôt la relation région-métropole. Et là, on
on a des régions très différentes aujourd'hui. Certaines sont très polarisées, très polarisées sur une métropole, et puis après, il n'y a plus grand-chose. Le modèle néo-aquitain, par exemple. Alors que dans d'autres régions, c'est plus polycentrique. Et donc, nous, ce qu'on a pu montrer dans certains travaux, c'est qu'il y avait différents scénarios de relations entre métropole et région. Il y avait des scénarios coopératifs, très concurrentiels, confère par exemple Île-de-France, et des scénarios de coopétition. Ça dépendait un peu des sujets. Voilà. En tout cas, à mon avis, c'est effectivement… Alors, je ne sais pas si c'est présent dans toutes les régions, mais clairement, moi, mon ressenti, c'est que les régions prennent un peu le rôle des départements d'il y a 40 ans. C'est-à-dire qu'elles jouent assez peu la carte de l'attractivité économique aujourd'hui. Et elles se positionnent plutôt sur l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que c'est les métropoles qui jouent l'attractivité. Nous, on va faire un petit peu l'aménagement avec les villes moyennes, les petites villes et l'interco. Donc, les présidents de région s'appuient beaucoup sur les intercos, sur les petites villes, sur les villes moyennes, justement pour compenser l'effet trou noir des métropoles. Et c'est d'ailleurs présent dans plusieurs campagnes électorales, ça, la question de la fracture au sein même des espaces régionaux. Cécile, si tu as quelque chose à ajouter, on peut passer à l'autre question, mais si tu veux… Non, enfin, je ne voudrais pas te… Non, mais c'était juste, effectivement, pour illustrer un peu différemment ce que disait Romain, parce que c'est vrai que, et ça permet peut-être de parler aussi du rapport aux communes, c'est-à-dire que, par exemple, j'évoquais ce pacte de sécurité tout à l'heure qui a été adopté dans plusieurs régions. C'est aussi un moyen pour les institutions régionales, les exécutifs régionaux, de créer des liens avec des communes, parce que ces pactes, c'est en fait des moyens de donner des financements aux communes, comme dès les années 90, là au moment où j'avais fait ma thèse, c'était plutôt à travers les contrats de développement territorial que les régions essayaient de se construire institutionnellement à travers des politiques comme ça, de relations un peu particulières et de subventions aux communes. Et c'est vrai que ça n'a pas disparu et que de ce point de vue-là, cette stratégie d'affirmation institutionnelle vis-à-vis des départements a d'une certaine façon fonctionné. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, elles se sont installées dans ce rôle finalement, y compris de financement d'un certain nombre de politiques communales. On va passer à la deuxième question d'Andy Smith. Question pour Emmanuel qui concerne donc les fusions de régions. Tu as sous-entendu qu'en Occitanie, tout s'est joué au sein du Parti socialiste des deux ex-régions. Pourrait-on dire pareil pour les autres régions fusionnées, y compris celles dominées par LR, donc par les Républicains, et ceci parce que ces partis de gouvernement d'autrefois ont toujours été structurés par des compromis entre logique nationale et logique périphérique. Donc, le constat qu'on peut faire à l'échelle de l'Occitanie, en fait, on peut le faire dans les autres régions avec des configurations politiques très différentes. Bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, c'est très différent d'organiser une fusion dans un cadre de maintien de la même force politique au pouvoir à l'issue de l'élection de décembre 2015 et d'être dans une configuration politique où c'est une nouvelle majorité qui l'emporte. C'est le cas d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le cas à un tiers de région près de la région Grand Est, c'est le cas des Hauts-de-France, c'est le cas également de… c'est pas le cas c'est pas le cas de la Nouvelle-Aquitaine, justement. Le point commun entre Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, c'est effectivement, et avec Bourgogne-Franche-Comté, c'est que ce sont les mêmes majorités de gauche, ou à peu près, disons, qui gouvernent avant et après. Du coup, ça impose en effet des respects d'héritage dans ces configurations qui n'ont pas lieu, qui n'ont pas cours dans les autres régions. Ça, c'est la première chose. À l'intérieur même de ces cas de figure, des logiques politiques multiniveaux se produire et avoir des effets sur la manière dont, à l'intérieur de la région, la nouvelle gouvernance politique se met en place. C'est le cas pour Rouxey, c'est le cas pour Malvy et ses successeurs,
C'est le cas également en Bourgogne-Franche-Comté, autour de la partie ex-bourguignonne de la région. Donc, on a là des logiques politiques qui sont à la fois, je dirais, intra-régionales, à la fois sous l'angle des bénéfices et des méfiances réciproques que se vouent les protagonistes, et en même temps, des ressources de légitimité qui sont liées non pas simplement à l'occupation d'un territoire, mais aux liens que font les élus entre leur position régionale et leur position nationale. Et de ce point de vue-là, ça éclaire la domination que peut exercer Rousset en Nouvelle-Aquitaine, ça éclaire la domination que peut exercer Carole Delga en Occitanie. Carole Delga, qui donc est issue d'une certaine culture politique du Parti socialiste, qui s'oppose à l'autre, qui est très inscrite dans les courants dominants du Parti socialiste, qui est très inscrite au Parlement dans des fonctions d'influence. Martin Malvy a été président de l'Association des petites villes de France. Il a joué un rôle important avec d'autres dans l'élaboration de rapports qui comptent dans l'histoire de la décentralisation et de la réforme territoriale, ce qui n'est évidemment pas le cas des élus languedociens. Et donc, ça explique aussi, ça éclaire cette espèce de jeu de niveau, de rapport au territoire, de rapport de légitimation politique intra-régionale et inter-régionale, explique les conditions de la domination politique. Et ça, c'est valable pour le Parti socialiste, c'est valable également pour les autres formations politiques. Merci Emmanuel. Effectivement, le PS du Languedoc, ce n'est pas celui de Midi-Pyrénées. Il y a une question posée par Alain Faure dans le fil de conversation. Il n'a pas respecté le Q&R, mais je l'ai vu quand même. La dynamique d'autonomisation régionale expérimentée depuis 5 ans en Corse avec la collectivité territoriale donc de Corse constitue-t-elle de vos 3 points de vue une expérience décentralisée d'avant-garde, avec la suppression des départements notamment, ou juste une illustration du processus de différenciation en cours, dont je découvre avec plaisir qu'il semble faire aujourd'hui presque consensus? Donc, c'est une question pour vous 3. Qu'est-ce que l'expérimentation corse nous apprend-elle en dehors des frontières de la Corse? Ce qui est assez intéressant en Corse, c'est le dualisme exécutif-législatif qu'ils ont institué. C'est-à-dire que, contrairement aux autres régions françaises, vous avez un président du conseil exécutif corse, Gilles Siméon, et vous avez un président de l'Assemblée, Jean-Guy Talamone, et donc vous avez un vrai parlementarisme régional qui a été constitué, qui s'est développé. Et ça, je pense que alors après, vous voyez, ça renvoie aussi évidemment à un espace politique avec une culture singulière, avec des journaux, des médias. Bon, mais clairement, ça contribue à faire du débat politique une composante de la société corse, hein, ce parlementarisme régional. Quand même. C'est très présent dans les médias, dans les journaux. Il y a une vie politique régionale. Hein. Allez sur les sites des conseils régionaux de France et suivez les débats au conseil régional. Enfin, qui ose s'infliger ça, hein, qui ose s'infliger ça. Donc, en Corse, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Il y a une vraie dynamique politique de ce point de vue-là qui a été créée par la collectivité unique de Corse. Alors après, sur les résultats, sur la performance publique de la collectivité territoriale de Corse, là, je ne m'avancerai pas. Je crois qu'il y a eu même des rapports de la Chambre régionale de la Cour des comptes qui n'ont pas été toujours très favorables. Voilà. Mais en même temps, la Corse est de plus en plus attractive. Elle gagne beaucoup de population depuis quelques années. Est-ce qu'on peut imaginer, la question c'était est-ce qu'on peut imaginer, si je travaille à l'infort, mais la question c'était est-ce qu'on peut imaginer que ça fasse école et qu'on aille éventuellement, du coup, on prendra appui là-dessus vers une suppression des départements. Si j'ai bien compris ce qui a été dit avant, c'est plutôt non. Mais... En tout cas,
juste pour rebondir aussi sur la question de la différenciation, c'est-à-dire que là, il s'agit justement d'une politique de différenciation qui est à l'œuvre, effectivement, qui s'est traduite par cette collectivité territoriale de Corse, mais la nouvelle collectivité européenne d'Alsace est une autre forme de traduction aujourd'hui de cette politique de différenciation institutionnelle, qui est autre chose que la différenciation des politiques publiques. Hein. Là, c'est vraiment aujourd'hui, de toute façon, une orientation de la réforme territoriale que de dire, effectivement, on peut envisager des formes institutionnelles variables d'une partie du territoire à l'autre. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand on regarde les jeux politiques qui aboutissent à ça, on voit comment aussi c'est une façon aujourd'hui de résoudre les tensions qu'il peut y avoir au sein des associations d'élus, que de dire quand on n'est pas d'accord, bien la différenciation est une solution, puisqu'on ne l'impose pas à tout le monde. On voit très bien comment, par exemple, le statut des métropoles a aussi, qui finalement, toutes les métropoles de France n'ont pas le même statut, mais parce qu'effectivement, ce que pouvaient défendre Colomb et Mercier à Lyon, eh bien, n'était pas défendu ailleurs, et que finalement, on s'est retrouvé derrière cette thématique et cette idéologie de la différenciation comme une façon de mettre tout le monde d'accord. C'est une façon de dire chacun s'organise comme il veut, et donc en cela, la collectivité territoriale de Corse est effectivement, je pense, une illustration non pas du processus de différenciation, mais d'une politique de différenciation institutionnelle qui est à l'œuvre. Alors, il y a une autre question qui tourne plus autour de l'actualité du Covid, si j'ai bien compris, que ce soit dans la différenciation du rapport au territoire ou à la population, dans la politisation des enjeux ou dans le storytelling territorial, en quoi la crise sanitaire, qui a suspendu dès le début de la campagne beaucoup de rituels de campagne, impactent-elles les élections régionales de 2020 selon vous? C'est-à-dire à la fois du point de vue des enjeux éventuellement, est-ce que du coup ça augurait une plus grande nationalisation par exemple? Est-ce que les questions de santé occupent une place ou pas? Est-ce qu'il y a évidemment ensuite des risques là sur le fait qu'il y ait une faible participation probablement, puisque les rituels de campagne n'ont pas lieu? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que le Covid a fait à nos régions et à ces élections? Alors, étonnamment, je n'ai pas l'impression que les thématiques, il faudrait regarder ça de plus près, hein, que les thématiques de santé soient si présentes que ça dans la campagne. En revanche, j'ai trouvé que les régions, et je l'avais regardé un peu en faisant une étude de la presse et des prises de position, notamment des représentants des régions dans la presse au moment du confinement, donc en mars-avril dernier, où les régions étaient très présentes en fait, et notamment Muselier en tant que président de l'ARF prenait très souvent position, et donc en tout cas cette période de la crise sanitaire a vraiment été un moment d'affirmation en fait des régions, je le disais tout à l'heure, notamment par le rôle qu'elles peuvent jouer en termes de soutien au monde économique. Et on voit comment, par exemple, il y a eu cet épisode de l'achat des masques, où eh bien, elles avaient joué la confrontation avec l'État, d'abord effectivement en achetant des masques alors qu'elles n'avaient pas juridiquement le droit de le faire, mais elles ont voulu dire, effectivement, pour nous, l'important, c'est la sécurité de nos concitoyens, etc., on y va. Un décret a été adopté pour qu'elles puissent effectivement acheter ce type de masque. Donc, en tout cas, je ne sais pas répondre à la question quel effet dans la campagne, mais il me semble que pendant la crise sanitaire a été un moment d'affirmation en fait institutionnelle des régions. Robin, Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Anne-Cécile. Donc effectivement, affirmation et puis aussi consolidation de l'idée de différenciation. On a bien vu que tout simplement la pandémie ne s'était pas déployée de la même manière d'un territoire à l'autre, d'une région à l'autre, que certaines réalités géographiques qui étaient interdites ici ou là, les parcs et jardins à Paris, les plages en Bretagne ou que sais-je encore, là aussi, d'une certaine manière, légitimaient une approche différente des espaces politiques en France. Et donc ça aussi, je pense que ça a contribué à accélérer ce projet de loi 4D qu'évoquait Anne-Cécile Douillet, dont on pariait assez peu qu'il puisse arriver avant la fin du quinquennat Macron. Mais le fait qu'il y ait eu cette crise sanitaire, cette affirmation des régions et d'une certaine manière une différenciation dans les faits pandémiques
à accélérer ce processus, me semble-t-il. Emmanuel? Emmanuel, tu souhaites intervenir? Oui, c'est toujours difficile de prévoir, hein. Ce qu'on peut imaginer, c'est que la pandémie a effectivement mis en scène les régions de manière un peu inattendue. Et vous avez vu les polémiques qui ont été légion à propos de volonté de prise de responsabilité d'intérêt général de la part des présidents et présidentes de régions sur les vaccins ou les tests. Donc là, effectivement, il y a eu une forme de visibilité politique des régions, beaucoup plus que les départements d'ailleurs, qui ont des responsabilités pourtant plus importantes dans ce domaine que les régions. Donc il y a eu un effet de légitimation qui est assez incontestable. Qu'est-ce qu'il vaut durablement? Je n'en sais rien, et personne ne le sait. Deuxième élément, la pandémie qui peut avoir, mais là aussi, qu'est-ce qu'on en sait, des effets de limitation de la participation électorale, peut par contre-coup avoir un effet de prime au sortant plus importante que d'habitude. Il faut se méfier de cet argument parce qu'on nous l'a servi pendant les élections municipales et on s'est rendu compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc voilà, il faut être assez prudent et modeste sur cette question de la prévision politique. Je voudrais juste revenir sur un point à propos de la question d'Alain Faure sur la Corse, parce que ce que l'exemple corse nous montre en miroir, c'est le non-choix régional français, globalement. C'est-à-dire que quand vous parlez du modèle français de régionalisation à l'étranger et que vous parlez de la persistance des directions régionales de l'État là où elles ont persisté, quand vous en parlez en Espagne, la conclusion qu'en tirent logiquement les Espagnols, c'est qu'il n'y a pas de région en France, ou pas de régionalisation. Donc effectivement, il y a une réforme territoriale qui est faite, c'est un petit peu l'esprit de ma conclusion de tout à l'heure, une réforme territoriale qui est faite sur des périmètres pour éviter d'engager la réforme sur les compétences et sur les pouvoirs réels. Donc là, on se retrouve dans une espèce de gouvernance retenue, hein, de régionalisation octroyée sur les périmètres, la même qui est refusée sur les compétences. Ce que n'est pas l'expérience corse, précisément. Justement, c'est là qu'elle est intéressante. Est-ce que tu peux peut-être préciser le distinguo que tu établis entre compétences et périmètre? Parce que souvent, parfois, les termes sont utilisés. Oui, compétences et périmètre. Alors, périmètre, c'est donc l'approche géographique. De 2 régions, on en fait une, ou de 3, on en fait une. Mais par contre, les compétences restent identiques, c'est-à-dire que l'État continue d'exercer l'essentiel des compétences en matière éducative sans en transférer la moindre part aux régions. L'État continue d'exercer des compétences par le biais de ses directions régionales des affaires culturelles distinctes de celles qui sont exercées, certes librement, mais à part par les régions, les départements et les villes et communautés de communes, et ainsi de suite. Donc, la politique régionale, telle que nous l'observons, c'est-à-dire ce que fait l'action publique à l'échelle régionale, est encore aujourd'hui en France le résultat, d'une part, de ce que font les conseils régionaux élus, et d'autre part, les directions régionales de l'État. Et dès que quelqu'un essaye de dire, bah, finalement, ce serait peut-être pas idiot de réfléchir à la manière dont l'État se redéfinit, sans considérer qu'il a toujours des responsabilités exécutives et très fortes par le biais de ses directions régionales qui concurrencent d'une certaine manière celles des régions, tout le monde pousse des cris d'orfraie en France. Justement, une question pour vous, là, ça sera peut-être une des dernières, il n'y en a pas d'autres, donc je me permets de la poser. Le Covid m'y fait penser, et ta réponse, Emmanuel, me la suggère, c'est la crise sanitaire qu'on a connue a révélé aussi les défaillances, notamment du niveau déconcentré de l'État en matière de politique de santé, pas seulement de vaccination, mais aussi d'organisation des hôpitaux. Est-ce que ça a été l'occasion, selon vous, de voir apparaître formellement, politiquement, une revendication de régionalisation précisément des politiques de santé, qui est une compétence qui échappe pour l'instant aux régions, même si les métropoles président des
des hôpitaux, des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est, selon vous, quelque chose qui pourrait être un terrain, on pourrait dire, à l'avenir, là, dans la période post-Covid, qui pourrait ouvrir justement une critique de la régionalisation à la française, c'est-à-dire d'une étatisation toujours en parallèle, ou est-ce que, selon vous, ça déboucherait, ça risque pas de déboucher? Et est-ce que c'est simplement à cause des hauts fonctionnaires ou de l'État, ou est-ce que c'est aussi les autres collectivités territoriales qui, évidemment, n'ont pas envie de voir monter en puissance les départements, les métropoles à un échelon régional? Voilà. Si vous êtes pour répondre rapidement à cette question et mes deux collègues. Alors justement, dans cette fameuse projet de loi 4D, il est simplement prévu que dans les conseils d'administration des ARS siègent de mémoire 2 ou 3 conseillers régionaux supplémentaires. Donc c'est assez cosmétique, on va dire. Il n'y a pas de transfert de l'autorité. Enfin, voilà, les ARS ne seront pas sous l'autorité des présidents de région après cette loi 4D. Donc, on reste un peu au milieu du gué, enfin, vraiment très classique dans la décentralisation à la française. Donc, je suis assez convergent avec ce que dit Emmanuel, c'est-à-dire que, la crise de la Covid confère aussi le bouquin d'Olivier Boraz là-dessus, sur la crise organisationnelle liée à la Covid, révèle plusieurs choses. Déjà, un État complètement désarticulé, c'est-à-dire qu'entre les ministères sectoriels, les agences, personne ne se parle, tout le monde est en silo. De l'autre côté, les collectivités territoriales, bien sûr, elles ont été réactives, mais là aussi, ça a pu être aussi assez cacophonique souvent. Tout le monde commandant des masques, entre l'État piquant sur les tarmacs des aéroports, les masques commandés par la région Grand Est. Enfin bon, ça a été quand même complètement dantesque. Il faudra quand même se souvenir de ça quand même. Et trois plutôt, je ne suis pas sûr que tous les présidents de région veulent le modèle corse. Moi, je crois qu'on a beaucoup aussi d'élus régionaux qui ne sont pas des régionalistes, qui ne veulent pas plus de compétences, qui ne veulent pas du pouvoir. Parce que qui dit pouvoir dit responsabilité. C'est ça aussi ce qui est assez essentiel dans la décentralisation française. Le confort de la décentralisation française, c'est que c'est une liberté à dépenser, à faire des subventions relativement transversales sur à peu près tout. Mais là, une vraie responsabilité politique sur la santé publique, sur l'éducation, ça suppose quand même avoir une vision de son territoire et de sa société locale ou régionale un peu plus conséquente. Et là, je ne suis pas sûr, pour le dire vite, je ne suis pas sûr et je suis même sûr du contraire, que la plupart des présidents de région n'en ont pas du tout envie. Oui, Emmanuel. Oui, juste un mot pour dire, il me semble qu'il y a d'un côté effectivement la critique qui a été faite, et Olivier Boraz en effet a très très bien effectué ce travail critique de la gestion de la pandémie. Il y a eu une critique qui se rapproche de ta question, Frédéric, sur la question de savoir si, par exemple, en comparant la France et l'Allemagne avec son système décentralisé, elle n'avait pas été finalement plus efficace. Dans cette critique, il y a ceux qui disent c'est évident que c'est plus efficace. Et puis il y a ceux qui disent non, finalement, c'était pas beaucoup plus efficace, c'est pas ça le truc. Et le truc, il me semble que c'est pas la régionalisation, il me semble que c'est le rapport de la décision publique à la médiation. On est face à des problèmes dont la structuration est complexe et qui nécessitent donc des formes d'intelligence partagée. Des nécessités d'intelligence partagée supposent médiation territoriale en particulier, et c'est ces médiations territoriales qui ont fait défaut. Est-ce que le passage par une articulation beaucoup plus évidente avec les régions aurait permis des formes de médiation territoriale plus fortes? Je n'en suis pas sûr, notamment dans les régions fusionnées, dans la mesure où elles sont, elles, confrontées toujours à la question de l'organisation d'une nouvelle politique régionale en lieu et place de 2 anciennes. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'effectivement, cette fusion régionale, elle n'est toujours pas réalisée pour l'essentiel. La fusion des régions, c'est encore aujourd'hui, dans la plupart des régions fusionnées, une juxtaposition de politiques anciennes.
Je n'avais pas fait défiler la fonction question, donc il y a d'autres questions que je n'avais pas vues. Je suis absolument désolé, mais on va quand même prendre le temps d'y répondre. Une question de Clémence Nasser. Qu'est-il entendu précisément par politisation de l'action publique régionale et par le fait que précisément les candidats parviennent à faire de cette action publique régionale un enjeu de débat? Est-ce qu'il est question d'autonomie précisément dans le discours des candidats? Est-ce que ce terme est employé? Si oui, est-ce que la mention de l'autonomie va jusqu'à celle de la souveraineté sur certains sujets, notamment, je pense par exemple à la souveraineté alimentaire d'une région? Question de Clémence Nasser. Peut-être que, Anne-Cécile, tu peux répondre à cette question. Oui, ce que je voulais dire en utilisant ce terme, c'était justement de dire que malgré tout, on voit que les exécutifs régionaux revendiquent une certaine capacité de faire des choses et revendiquent le fait de faire des choses, puisque justement, ils défendent des propositions, défendent des bilans et ne renvoient pas tout sur le fait qu'ils seraient uniquement dans un jeu de contraintes. Donc, c'est dans cette idée qu'effectivement, il y a une forme d'affirmation d'une action publique régionale qui est endossée par des élus, mais toujours avec ce jeu, effectivement, dans lequel on revendique d'une certaine façon une capacité d'action, mais en renvoyant les contraintes que font peser l'État, l'Union européenne ou que sais-je, quoi. Le terme d'autonomie, voilà, il n'est pas spécial, enfin, il peut être utilisé, mais ce n'est pas non plus un terme qui est revendiqué par tous les élus régionaux, et notamment pour les raisons qu'évoquait Romain tout à l'heure, quoi. Et la question de la souveraineté, c'est encore autre chose, et la question de la souveraineté alimentaire est quelque chose de bien spécifique. Voilà, pour avoir lu une thèse sur les politiques alimentaires régionales, il m'a semblé que cette question n'était pas forcément centrale et que finalement, en tout cas, un certain nombre de régions continuent à avoir des politiques alimentaires très liées à l'agriculture conventionnelle, en fait. Une question sur l'évolution. Est-ce qu'on assiste à une évolution du personnel politique régional en termes sociodémographiquiques plus que politiques? Est-ce que le profil, notamment avec l'interdiction, enfin les règles plus strictes pour le cumul des mandats, l'élargissement, l'agrandissement des tailles, est-ce qu'il y a un changement, une technicisation, comme on peut par exemple le voir aussi chez les adjoints dans les grandes villes? Est-ce que voilà, est-ce que vous avez des références à des enquêtes récentes là-dessus qui tendraient à montrer qu'il y a une évolution ou plutôt du profil des élus et l'UE? Oui, il y a eu. Tu veux y aller, Emmanuel? Il y a eu des travaux assez récents, oui, qui ont été menés, notamment par une jeune collègue, mais là, son nom m'échappe. Elle est montpelliéraine ou elle est au CEPEL. En tout cas, elle a fait la synthèse de pas mal de travaux sur les élections locales et régionales dans un… Aurélia Troupel. Voilà, merci, Aurélia Troupel. Et donc, elle montre effectivement, ça avait été montré précédemment dans des travaux d'ailleurs du CEPEL, dans les années 90 et 2000, qui avait toujours un profil un peu… c'est lié au scrutin de liste, assez classique quand même. C'est que c'est des élus un peu plus jeunes, un peu plus diplômés, un peu plus féminisés. Enfin, depuis qu'il y a la loi sur la parité, c'est aussi autre chose, mais que dans les départements, là c'était très fort, et même par rapport aux communes. Une question de Dominique Andolfato sur que penser des conseils économiques et sociaux régionaux qui ont été réformés dernièrement, sauf erreur de ma part. Quelle est leur place dans le dispositif de pouvoir régional, si place il y a? C'est vrai que c'est une institution créée en 86 et dont on parle relativement peu, mais qui a quand même une originalité de la région par rapport à d'autres collectivités. Là aussi, c'est très variable. Tout le monde passe son tour. Non, mais c'est très variable. C'est très, très variable, en fait. Vous avez des conseils économiques et sociaux régionaux qui vont être par des liens de complicité entre le président du Césaire et le président de la région ou de la présidente, qui vont être très associés à l'élaboration d'un premier diagnostic avec les forces économiques, sociales, environnementales, etc.
Et puis, dans d'autres régions, le Césaire sera vraiment mis complètement de côté. Il fera ses petits travaux dans son coin. Il quémandera quelques sous pour faire telle ou telle étude. Donc là, c'est… voilà. Et donc, on a toujours cette opposition un peu. C'est l'héritage quand même de la démocratie planificatrice, hein, c'est Césaire. Hein. Je rappelle qu'au départ, dans le projet, par exemple, de De Gaulle en 69, il voulait faire qu'une seule chambre régionale, hein, élue plus force socio-économique. C'est Pompidou avec les EPR qui a rétabli ces deux chambres. Donc, voilà, j'ai envie de dire, ça reste un peu toujours la même chose. C'est un peu une chambre qui peut être assez active ou qui peut être complètement endormie, placardisée dans certains cas. Bien, bah écoutez, je crois que… Emmanuel, tu veux ajouter Non, quelque non, chose? bah alors, non, je suis Vas-y. tout à fait d'accord avec Romain. Il serait étonnant, compte tenu de la faiblesse de la parlementarisation des régions, que l'autre assemblée, c'est-à-dire les Césaires, soit particulièrement puissante. Ça n'est pas le cas, et en dehors de jouer le rôle que la nouvelle messagerie de la presse parisienne jouait à l'égard de la presse dans la reconversion des personnes atteintes par des problèmes de continuité de carrière, finalement, c'est une assemblée qui joue un rôle relativement limité, ça c'est moins qu'on puisse dire. Bien, bah, je crois qu'on a abordé beaucoup de sujets, et pas tous malheureusement, mais c'est quand même, je pense, extrêmement stimulant et riche. Je vous remercie, Anne-Cécile, Emmanuel et Romain, d'avoir pris le temps de répondre comme ça aux questions et d'avoir un petit peu réagi à chaud. Merci à tous ceux qui ont assisté à ce séminaire ou qui assisteront maintenant, non pas en podcastant, mais en revisionnant ce séminaire à distance, puisque le site de la FSP accueille et accueillera ce webinaire, ainsi que tous les 6 qui l'ont précédé sur les élections américaines, sur le plan de relance européen, sur le populisme, sur la Convention citoyenne et sur les transformations de l'organisation de l'État, et j'en passe encore un ou deux que j'ai oublié. C'est une initiative qu'on continuera l'an prochain, j'espère, au même rythme. Et donc, eh bien, rendez-vous au prochain webinaire. Et puis, en attendant aussi, je rappelle l'organisation des assises de la science politique de la FSP qui ont lieu début juillet, alors non à Nanterre, mais là aussi essentiellement par Zoom, par visioconférence. J'espère vous y retrouver avec mes collègues de l'association. Au revoir, à bientôt. Au revoir.